L'autre jour, je regardais Friends. Encore une fois, parce que c'est la meilleure série de tous les temps. Dans le dernier épisode de la première saison, Ross part en Chine, et quand il l'annonce au gars, il dit « Je vais en Chine ». Joey demande « Le pays ?» Et il répond « Non, cette énorme pile d'assiettes, dans la cuisine de ma mère ». Et c'est vrai, le mot anglais « China » peut aussi désigner la porcelaine. Ça m'a fait réfléchir, il y a plein de noms de pays qui veulent aussi dire autre chose. Je suis tombé sur cette carte par exemple, qui montre des pays principalement autour de la Méditerranée. Des pays arabes, certains en Afrique, d'autres en Europe du Sud-Est, dont le nom pour l'orange est Portugal, ou une dérivation de ce mot. Alors, pourquoi cela arrive-t-il ? Salut les gars, juste un mot. Ce n'est pas un partenariat, j'ai écrit un livre. Il s'appelle Countries That Almost Existed. J'y parle de pays qui ont failli exister, de drapeaux originaux, de frontières uniques et de nombreux sujets déjà abordés sur la chaîne. Si vous aimez les vidéos, vous aimerez sûrement le livre. Une version anglaise arrivera bientôt. Et en ce moment, pour la version portugaise, si vous parlez portugais, vous pouvez la commander via le lien dans la description. Et c'est tout. Merci. Commençons par le premier, la Chine. Le mot China que les anglophones utilisent aujourd'hui a une longue histoire qui remonte à des milliers d'années. La plupart des historiens pensent qu'il vient de la dynastie Qin, qui a régné environ 200 ans avant notre ère. Cette dynastie a été responsable de l'unification d'une grande partie de la Chine moderne sous un seul empereur pour la première fois. Le nom de la dynastie s'est répandu le long des routes commerciales comme la route de la soie, lorsque les marchands échangèrent des biens en Asie. Le mot s'est en quelque sorte transformé à travers différentes langues. Il est passé par le sanskrit sous la forme Sina, puis en persan sous la forme Chine, ce qui est probablement la source d'où les Européens l'ont tiré. Et puis, un peu plus tard, lorsque ces explorateurs et commerçants européens sont arrivés dans la région par la mer, plusieurs siècles plus tard, ils ont adapté ces termes pour former le nom moderne que nous utilisons aujourd'hui. En anglais, le mot China est également utilisé comme nom commun pour désigner des vaisselles en céramique de haute qualité. Assiettes, tasses, théières, soucoupes. Les gens parlent souvent de fine china lorsqu'ils sortent leur plus belle vaisselle pour des occasions spéciales. Parfois, ils ne l'utilisent quand même pas. Ils l'exposent simplement sur le mur ou dans des vitrines. Le mot est devenu synonyme de luxe et d'une certaine élégance dans les foyers du monde anglophone. Et la raison de cette double signification tient aussi à l'histoire du commerce mondial et à l'incroyable savoir-faire des artisans chinois. Pendant très longtemps, les Européens ne savaient même pas comment fabriquer de la porcelaine. Leur propre poterie était assez lourde, épaisse, et elle se cassait facilement. En revanche, les objets en céramique provenant d'Asie de l'Est étaient fins, légers, translucides et incroyablement durables. Pendant la dynastie Ming, les marchands européens ont commencé à importer ces magnifiques pièces en très grande quantité. L'aristocratie et les familles aisées sont devenus obsédés par l'achat de ces vaisselles pour afficher leur statut. Parce que ces objets venaient exclusivement de Chine, du moins au début, et que rien d'autre en Europe ne leur ressemblait. Les gens ont simplement commencé à appeler ce matériau par le nom de l'endroit d'où il venait. Au lieu de dire porcelaine de Chine, ils ont simplement abrégé en China. Ainsi, les deux noms ont coexisté jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi certains pays appellent-ils leurs oranges Portugal ? Le nom Portugal trouve ses racines dans l'ancien empire romain. Les Romains avaient une colonie et une ville portuaire appelée Portuscale, située près de l'embouchure du fleuve Douro, dans le nord de l'Ibérie. La première partie du nom signifie simplement « port » en latin. L'origine de Cal est assez incertaine. Certaines personnes disent que cela vient d'une origine celtique, peut-être le nom d'une ancienne tribu qui y vivait auparavant. Mais au fil des siècles, le nom de cette petite région a évolué pour devenir le nom de tout le pays qui allait devenir indépendant. Le royaume du Portugal. Mais si vous voyagez autour de la Méditerranée, même dans certaines parties du Moyen-Orient, voire jusqu'en Afrique, vous constaterez qu'une variante du mot Portugal est en fait le mot utilisé pour désigner l'orange douce. Et le mot douce est important ici. Par exemple, en grec, le mot est portokali, en turc c'est portokal, en roumain portokal, et en arabe c'est Portugal. Même dans des langues plus à l'est, comme le persan, un mot similaire est utilisé pour désigner ce fruit. Cela signifie que des millions de personnes prononcent le nom du pays chaque fois qu'elles commandent un verre de jus ou achètent des fruits au marché.
Et cette coïncidence linguistique s'est produite à cause de l'exploration maritime portugaise pendant l'ère des grandes découvertes. Avant la fin du XVe siècle, les seules oranges disponibles en Europe et en Méditerranée étaient des oranges amères. Elles servaient surtout en médecine ou en cuisine, rarement consommées fraîches. Les marins portugais ont voyagé autour de l'Afrique. Ils ont établi des réseaux commerciaux en Asie puis en Amérique. Et en Asie, ils ont découvert une variété d'orangers beaucoup plus sucrés. Ils ont rapporté ces orangers doux en Europe et les ont cultivés largement. Comme ce sont les marchands portugais qui ont introduit et distribué ce délicieux nouveau fruit sur les marchés de la Méditerranée et de l'Empire ottoman, les habitants de ces régions ont entièrement associé ce fruit au pays qui le leur avait apporté. C'est un peu la même logique que pour la porcelaine de Chine. Ici, ce qui compte, ce n'est pas son origine, mais qui l'a apporté. En parlant des Portugais, un autre cas intéressant est celui du Pérou, qui signifie dinde en portugais. Le nom Pérou vient en fait d'un malentendu historique, qui a eu lieu lors des premiers jours de l'exploration espagnole en Amérique. Lorsque les conquistadors espagnols exploraient la côte pacifique de l'Amérique centrale, peut-être au début du XVIe siècle, ils ont rencontré un chef indigène local qui s'appelait Virou. Les Espagnols ont commencé à utiliser une variante du nom de ce chef pour désigner toutes ces terres mystérieuses et ces civilisations quelque peu avancées situées plus au sud. Et avec le temps, le nom s'est fixé sous la forme de Pérou et a été conservé pour désigner le pays moderne. En espagnol, cela convenait. Leur mot pour dinde est pavo, mais en portugais, le mot perru est utilisé pour désigner l'animal connu en anglais sous le nom de turkey, qui est, par coïncidence, le grand oiseau originaire des Amériques que les gens mangent souvent lors de leurs repas festifs. Lorsqu'une personne au Portugal ou au Brésil va à l'épicerie pour en acheter une, elle utilise exactement le nom du pays sud-américain pour désigner cet oiseau en particulier. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas simplement une coïncidence. Le nom portugais est directement lié et provient en fait du pays d'Amérique du Sud. Lorsque les Espagnols et les Portugais ont commencé à expédier des marchandises, des plantes et des animaux à travers l'océan Atlantique depuis le Nouveau Monde, les Européens étaient en quelque sorte submergés et surpris par la grande variété de choses inconnues. Les dindes viennent d'Amérique du Nord et du Mexique, où les Aztèques les ont domestiqués. Les marchands portugais ont obtenu ces oiseaux via les routes maritimes reliant les régions de l'Empire espagnol. Et comme l'oiseau venait de territoires contrôlés par les Espagnols dans les Amériques, et que le Pérou était le territoire espagnol le plus célèbre et le plus riche de la région à l'époque, les lusophones, du moins certains d'entre eux, ont supposé à tort que l'oiseau venait du Pérou. Ils ont continué à l'appeler ainsi, sans corriger l'erreur après avoir clarifié l'origine. Toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts à un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi, commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. Bien sûr, en parlant de cela, on pense aussi à Turkey, qui désigne à la fois l'oiseau et le pays en anglais. C'est un problème que les Turcs ont récemment résolu,
en demandant au monde de changer l'orthographe de leur pays en Turquie à la place. Le nom Turquie, utilisé pour le pays depuis un certain temps, vient de l'identité ethnique du peuple turc. La racine du mot est turc, un ancien terme qui signifiait historiquement force ou puissance. Le suffixe land ou ia en latin a été ajouté pour créer le sens de la terre des Turcs. En portugais par exemple, c'est Turquia. Ce terme a été utilisé par les Européens pendant des siècles pour décrire la région de l'Anatolie et les zones environnantes contrôlées par l'Empire ottoman, les Turcs, bien avant que la République moderne ne soit officiellement établie au début du XXe siècle. En anglais, cependant, Turkey, sans la majuscule, était aussi et reste le nom courant de l'oiseau qui, comme je viens de le mentionner, est originaire d'Amérique du Nord et qui est notamment célèbre pour être le plat principal des repas de Thanksgiving par exemple. L'origine de ce double sens n'est pas une coïncidence et concerne une confusion intéressante entre deux oiseaux et deux continents. Avant que les Européens ne découvrent les Amériques, des marchands de l'Empire ottoman importaient en Europe un type d'oiseau appelé pintade, originaire d'Afrique. Ces oiseaux arrivant via des marchands turcs, les Anglais les ont appelés poules turques. Plus tard, quand les colons anglais sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont vu les oiseaux sauvages qu'on appelle aujourd'hui turkeys en anglais. Ces oiseaux américains rappelaient aux colons les pintades africaines de leur pays d'origine. Et en raison de la ressemblance physique, les colons ont donné le même nom à l'oiseau américain. Avec le temps, l'oiseau africain d'origine a fini par être appelé par son vrai nom de pintade, tandis que l'oiseau américain a définitivement gardé le nom d'origine de turkey. C'est intéressant parce que le nom d'origine du premier oiseau a en fait été corrigé, alors que le second, qui s'en est inspiré à tort, a été conservé. Récemment cependant, la Turquie a demandé aux autres nations d'utiliser leur orthographe endonyme de Turquie, afin de s'éloigner de cette double signification. Et en parlant de Turquie, il y a aussi un cas similaire, qui ne concerne pas Turquie elle-même, mais qui en provient, avec leur mot pour désigner le pays d'Égypte, qui signifie aussi maïs. Le mot Égypte utilisé en anglais vient d'un ancien nom grec, Aegyptos, qui était la prononciation d'une vieille expression égyptienne désignant un grand temple dans la ville de Memphis. Cependant, en arabe, le pays est connu sous le nom de Misr, un nom qui a des racines sémitiques anciennes, signifiant une grande agglomération ou une forteresse. Lorsque les Ottomans ont conquis la région au début du XVIe siècle, ils ont adapté le nom arabe dans leur propre langue sous la forme Misir, qui reste aujourd'hui le nom officiel de ce pays en turc. Mais dans la langue turque moderne, le mot exact Mısır est également utilisé pour désigner le maïs. Lorsque les familles turques cuisinent du maïs en épi, ou achètent de la farine de maïs au marché, elles utilisent exactement le même mot que lorsqu'elles parlent du pays situé un peu plus au sud, en Afrique du Nord. Cela arrive à cause du rôle central de l'Égypte en tant que centre agricole et commercial au sein de l'Empire ottoman. Elle remplissait la même fonction pour les Romains. Le maïs est une culture originaire des Amériques, qui a été introduite en Europe et au Moyen-Orient après les voyages de Christophe Colomb. Lorsque le maïs a été introduit pour la première fois dans les territoires ottomans, il n'est pas arrivé directement d'Amérique. Il a été amené par des marchands via la mer Méditerranée, l'Égypte servant de principale porte de distribution. L'Égypte était la province agricole la plus riche et la plus importante de l'Empire, et ses ports assuraient un commerce de céréales considérable. Lorsque les récoltes arrivaient dans la capitale Constantinople, aujourd'hui Istanbul, depuis les ports d'Égypte, les Turcs ont naturellement commencé à l'appeler la céréale égyptienne, qui a fini par être abrégée en un seul mot, misir. Il est assez intéressant de voir comment certains produits ou aliments finissent par porter le nom de l'endroit d'où ils viennent, ou sont nommés d'après la personne qui les a apportés pour les vendre et les échanger. Enfin, un autre exemple intéressant que j'ai découvert en préparant ma vidéo sur les exonymes de l'Allemagne, c'est que le mot désignant l'Allemagne signifie quelque chose comme pays des muets dans de nombreuses langues slaves. Le mot anglais Germany vient de l'ancien mot latin Germania, qui était utilisé par des auteurs romains comme Jules César pour décrire les différents groupes tribaux vivant à l'est du Rhin. Les Allemands appellent leur pays Deutschland, issu d'une racine germanique signifiant pays du peuple. Mais dans presque toutes les langues slaves, y compris le russe, le polonais, l'ukrainien, le tchèque, le slovaque, le bulgare, le mot utilisé pour désigner une personne allemande, ou le pays de l'Allemagne, est dérivé d'une racine complètement différente qui se traduit par muet, silencieux ou incapable de parler. Par exemple, en russe, une personne allemande est appelée Nemetz,
même si l'Allemagne est appelée Germania. La désignation historique de ce peuple vient du mot racine nemoi, signifiant muet. En polonais, le pays lui-même s'appelle Niemcy, qui a exactement la même origine linguistique et signifie les muets. La raison de ce nom remonte au début du Moyen-Âge, lorsque les tribus slaves s'étendaient et rencontraient les populations voisines. Les slaves partageaient une même famille de langues et se comprenaient généralement lorsqu'ils voyageaient. Mais lorsqu'ils sont entrés en contact avec les tribus germaniques, ils ont trouvé un groupe de personnes dont la langue leur semblait être un charabia total. Parce que les peuples germaniques ne parlaient pas une langue que les slaves comprenaient. Ces derniers les considéraient comme des personnes incapables de parler tout court. Je suppose qu'ils n'avaient pas vraiment le concept de l'existence de différentes langues. Ils ont commencé à utiliser un terme descriptif, signifiant « les muets », pour décrire ses voisins. Avec le temps, ce qui avait commencé comme une étiquette générale pour tout étranger, ne parlant pas une langue slave, s'est attaché spécifiquement à leurs voisins occidentaux. Surtout parce qu'ils étaient en quelque sorte entourés de slaves de tous les autres côtés. Et ainsi, les Allemands sont devenus les muets. C'est encore un autre exemple d'un pays dont le nom signifie aussi autre chose ailleurs, dans ce cas, dans d'autres langues que l'anglais. Il existe encore d'autres exemples similaires dans le monde.